Bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc on est ici dans un atelier qui est pas forcément le plus facile, mais dont le but est d'essayer de vous aider sur le montage des projets méthanisation et notamment sur le volet administratif. Donc faites-moi signe hein, s'il y a des soucis de compréhension ou de sonorisation. Alors, on voulait commencer en gros par plusieurs points. C'est finalement faire témoigner des gens qui ont déjà monté des projets méthanisation, de la difficulté et j'allais dire des différentes étapes du parcours du combattant, même s'il ne faut pas non plus caricaturer, hein, c'est assez complexe. Mais finalement, c'est possible de monter et de passer les différentes étapes administratives d'un projet de méthanisation, à condition d'avoir beaucoup d'ordre dans la manière dont on appréhende le sujet, et surtout d'avoir le témoignage de personnes qui ont déjà passé ces différentes étapes, qui ont déjà monté des dossiers, même à plusieurs reprises. C'est le cas pour Christophe Évrard du groupe Agriopal qui va témoigner. Et donc voilà, le but du jeu à la sortie de cet atelier, c'est d'essayer de vous donner un cadrage général, de vous donner en gros les grandes étapes, pas dans leur intégralité, mais quand même de manière assez complète, et de vous donner vraiment une espèce de méthode et en gros de pense-bête. Alors vous aviez sur vos sièges quelque chose qui est relativement nouveau, c'est une frise de déroulement d'un projet avec les différentes étapes. Alors, par définition, elle est un peu simplifiée, hein, parce que c'est une vision synthétique. Ce guide-là qu'on est en train de construire avec différents partenaires de la filière, venez en chercher hein, si vous ne les avez pas, vise en gros à vous donner une espèce de boîte à outils, de pense-bête, de ligne conductrice, hein, de schéma directeur en gros, pour le montage de votre projet sur les 3 à 4 ans, parce qu'il faut être clair, hein, un projet méthanisation demande du temps, et avec toutes les étapes administratives incompressibles, plus les montages financiers et techniques que vous allez avoir dans vos projets, ça nécessite vraiment d'avoir une durée assez longue. Donc on va animer cet atelier également avec Marion Le Guyel, qui est responsable à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service de l'État. Et puis on aura quelques témoignages également d'un de ses collègues. Moi-même, j'ai oublié de me présenter, Bruno Waterloo, je suis chef de projet biométhane chez GRDF. Tout de suite, je vais passer la parole à Christophe, qui va pouvoir nous planter le décor en quelques minutes et lui donner un diagnostic, une vision de comment lui, en tant que chargé de développement dans le groupe Agriopal, il a vécu et appréhendé les démarches administratives liées à un projet de méthanisation. Christophe, si tu veux bien témoigner, un témoignage court, synthétique, comme tu sais les faire. Voilà. Le cours, c'est combien de temps? 5 minutes. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Bon, je vais essayer de faire court, effectivement, en 5 minutes, alors. Donc, Christophe Évrard du groupe Agriopal. Je ne vais pas m'étendre sur qui est Agriopal, mais on est aujourd'hui exploitant. On développe nos propres unités de méthanisation et on est exploitant derrière. On a trois unités qui sont en injection. Pour la plus ancienne depuis 4 ans et demi. La plus récente depuis le mois d'août, et on a 3 autres unités qui entreront en injection sur mars-avril 2020. Donc on a étudié quelques projets, on a monté quelques dossiers. Alors, la difficulté des projets de méthanisation, c'est que c'est assez bien illustré sur le diagramme qui est derrière, et que vous avez dans les dépliants. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avancer en même temps. C'est pas des étapes forcément, la 1, puis étape 2, puis étape 3. C'est qu'il faut lancer beaucoup de choses relativement rapidement quand on étudie un projet. Et il faut suivre ça dans le temps, parce que ça prend quand même, entre l'idée et puis l'ouverture de la vanne de gaz, ça se compte quand même en années. Et donc il ne faut pas s'essouffler non plus dans ce projet-là. Alors, comme j'explique souvent, c'est que quand vous avez l'idée, il y a quelques feux qu'il faut mettre au vert avant d'aller quand même plus loin. Il y a quand même des grandes étapes. Mais quand vous réfléchissez à un projet, globalement, j'explique toujours que c'est un peu un projet de méthanisation comme un trépied.
Si vous asseyez sur un trépied, vous avez beau avoir 2 pieds très forts, un pied faible, le jour où le pied faible il casse, vous vous cassez la figure avec. Donc avant de se lancer corps et âme dans un projet, il y a quand même 3 choses qu'il faut valider. C'est une, même si c'est très subjectif, qu'est-ce que j'ai pour alimenter mon méthaniseur en qualité, en quantité et surtout dans la durée, sachant que entre l'idée qu'on a au départ de ce qu'on va mettre dans son méthaniseur, le jour où on démarre, c'est déjà différent. Et sur les 15 ans d'exploitation, je peux vous dire que ça évoluera beaucoup. Mais il faut quand même avoir quelques bases un peu solides sur lesquelles on s'appuie. Ça, c'est le premier pied du trépied. Le deuxième pied, c'est je vais faire du biogaz et du biométhane. Mais est-ce que j'ai à proximité un réseau gazier qui permet d'accepter tout le biométhane que j'envisage de produire? Est-ce que je peux l'injecter toute l'année, jour et nuit? Est-ce que je vais avoir des restrictions? Parce que ça peut avoir des conséquences très importantes sur le modèle économique. Et puis le troisième pied du trépied, c'est je vais produire du biométhane, certes, mais je vais aussi avoir un résidu qui s'appelle le digestat. Est-ce que je suis dans une région où valoriser du digestat, ça va être simple? Est-ce que je suis agriculteur et que j'ai déjà des terres à mettre sur un plan d'épandage? Mon voisinage agricole, est-ce qu'il est intéressé pour recevoir du digestat? Voilà, c'est les 3 grands points de départ. Une fois que vous avez validé ça, là, il faut partir un peu dans des démarches plus administratives. Je dirais que c'est un peu la deuxième grande étape. Et les démarches administratives, elles sont de plusieurs ordres. Il y a des démarches d'urbanisme, tout ce qui va concerner le permis de construire. Il y a des démarches environnementales et réglementaires, c'est ce qui va concerner votre ICPE. Et puis, il peut y avoir d'autres démarches en fonction de cas particuliers par rapport à votre environnement, à votre emplacement. Est-ce que c'est un projet que vous allez développer avec une collectivité ou pas? Donc, ça peut aussi vous amener des contraintes de délai, parce que quand on travaille avec une collectivité, il y a des délibérations, il faut que ce soit validé par un conseil communautaire, un conseil de communauté d'agglo. Il y a toujours des élections qui sont en profil, donc parfois on vous demande d'accélérer, parfois on vous demande de lever le pied. Enfin, ça, vous avancez un peu au gré de ce que vos associés vous demandent. Hein, voilà. Et puis, une fois qu'on a validé ou qu'on a entrepris ces aspects administratifs, il faut commencer à penser à l'exploitation, au financement d'abord. C'est souvent un point qui est un peu compliqué, donc faire votre tour de table. Est-ce qu'il y a encore un peu de subventions qui sont disponibles en région? Oui, mais de moins en moins, ça c'est clair. Et puis après, qui va m'accorder mes prêts bancaires? Alors, est-ce que c'est un pool bancaire? Est-ce que je vais faire appel à parfois du financement participatif ou du financement citoyen? Il y a beaucoup de choses qui se développent en ce moment, mais c'est un point forcément très important, puisque on parle quand même de millions d'euros et on demande de plus en plus d'apport de fonds propres pour financer le reste des projets, mais c'est un aspect qui n'est pas forcément simple, mais c'est difficile d'aller là-dessus avant d'avoir quand même validé le fameux trépied dont je parlais au départ, et puis d'avoir validé quand même que le débouché gaz il va être là, et d'avoir aussi validé un prix de valorisation de votre biométhane, parce que ce sont des choses qui risquent de changer dans les mois, les années à venir. Et la principale entrée dans le compte de résultat dans les recettes, c'est quand même la vente du biométhane. Donc si le prix change, vous vous rendez compte, je ne vous fais pas de dessin pour comprendre que ça a une incidence très forte après sur le modèle économique. Alors Christophe, dans ce que tu nous viens de dire, donc il y a beaucoup de choses, hein, y compris d'ailleurs sur les aspects financiers, les aspects acceptabilité, etc. Ce qu'on propose dans l'atelier, clairement, sinon on risque de nous embarquer trop loin, il faudra qu'on vous garde 3 jours, c'est de rester pour le moment sur les démarches administratives qui sont déjà en elles-mêmes, on va dire complexes, on ne va pas non plus noircir le tableau, mais on a bien conscience, toutes les directions de l'État et les services comme GRDF ou d'autres, l'ADEME, la région, etc., qui travaillent sur le sujet, on est bien conscient que pour les porteurs de projets qui débutent un projet, c'est vraiment pas évident. On vous a mis un nuage de mots là où il y a plein d'intrudes, enfin il y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, ou j'allais dire de choses très agréables à entendre sur ce nuage de mots. Bon, on parle d'arrêtés préfectoraux, d'ICPE, de DREAL, de DRAF, de GRDF, de GRT, de jalons, de DDPP, de DDTM. Il y a simplement une petite expression là à un moment dans le nuage de mots, c'est à l'aide.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter non pas des réponses toutes faites, mais de vous apporter des conseils sur comment bien structurer au départ et ne pas rater les premières démarches administratives. Hein. Donc on va peut-être débuter avec toi, Marion, sur le sujet. Et puis n'hésitez pas, pour des questions de compréhension d'ailleurs, alors sauf des cas particuliers, hein, mais n'hésitez pas également à nous poser des questions à la volée. Plutôt que de rentrer vos questions. Et donc n'hésitez pas à prendre la parole, faites-nous signe. Marion, à toi. Merci Bruno. C'est bon, tout le monde m'entend ? Parfait, je vois des têtes qui se hochent. Donc bonjour à tous, merci d'être si nombreux à l'atelier. C'est vrai que quand on a préparé avec Bruno, on se disait on a un atelier face à nous sur les financements, on espère qu'on va avoir 20-30 personnes et puis résultat vous êtes super nombreux. Donc voilà, ça prouve que c'est pas simple de s'y retrouver. Pourquoi c'est pas simple en fait ? Simplement parce que la méthanisation c'est une activité qui est à l'interface de plein de codes. Il y a le code de l'énergie, puisqu'on va produire une énergie, le code de l'urbanisme, comme l'a dit Monsieur Évrard, le code de l'environnement, puisque c'est une activité qui relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc de manière très pragmatique, ça se traduit par différents services de l'État, différents interlocuteurs pour les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller dans le détail, mais je vais vous exposer les principaux documents administratifs qui sont nécessaires pour lancer une unité de méthanisation et comment on travaille avec les services de l'État. Le premier volet, c'est tout ce qui concerne l'installation classée pour la protection de l'environnement, donc les fameux ICPE. Vous avez vu dans le nuage de mots, il y a plein d'acronymes en administration, on adore les acronymes, donc je vais essayer de faire un peu de pédagogie là-dessus. Les ICPE, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une approche du méthaniseur au travers du risque, le risque que ça présente sur l'environnement, mais aussi le risque industriel, puisque c'est quand même une unité industrielle, même si c'est les méthaniseurs agricoles, voilà, c'est des unités qui sont potentiellement à risque. Concrètement, on peut avoir autant de dossiers d'ICPE que de projets. Donc on ne va pas pouvoir aller dans le détail. Mais ce qu'il faut vous demander quand vous portez un projet, c'est à quel régime mon dossier fait référence. Est-ce qu'on est sur un dossier en déclaration, en enregistrement ou en autorisation ? Derrière, ça va avoir des conséquences différentes pour le traitement du projet. Concrètement, le régime il est déterminé par ce qu'on met dans un méthaniseur et donc en termes de matière entrante et en termes de tonnage. Pour faire simple, les dossiers en déclaration, ça va plutôt être des petits tonnages inférieurs à 30 tonnes par jour. Et finalement, c'est assez simple. En fait, c'est une télédéclaration, donc c'est une téléprocédure. Donc là, les porteurs de projets peuvent le faire sur Internet et derrière, ils reçoivent un récépissé émis par la préfecture qui leur précise les prescriptions et la manière dont le projet doit se dérouler. C'est finalement le régime le moins contraignant. Si on monte un petit peu en gamme, le régime d'enregistrement, on est sur des tonnages entre 30 tonnes et 100 tonnes par jour. C'est un régime qui a été instauré assez récemment par l'administration, qui est finalement une procédure un peu plus complexe que la déclaration, mais qui reste plus simple que l'autorisation. Et on a entre 5 et 7 mois d'instruction selon les projets. Le dossier d'autorisation, enfin, là c'est quand on est à plus de 100 tonnes par jour, donc là c'est plutôt des gros projets et ça concerne les installations qui présentent le plus de risques. À noter que depuis 2014, on fait une demande unique pour l'autorisation, donc c'est un peu plus simple pour les porteurs de projets, c'est-à-dire que le service instructeur va considérer l'ensemble des documents. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des dossiers qui sont plutôt exigeant en termes de pièces à fournir. On doit faire des études d'impact pour avoir des autorisations environnementales, etc. Pour vous dire aussi que le dossier ICPE, c'est un vrai gros morceau du projet. Parce que ça fait référence à, donc comme je disais, au code de l'environnement. On va avoir des éléments sur les installations, les ouvrages, les travaux, les activités, les dérogations à l'interdiction d'espèces protégées, d'habitats protégés, des autorisations de défrichement au titre du code forestier. Bon. Tout cela est très complexe. Tout ça pour vous dire que votre référent quand vous êtes porteur de projet, ce sont les instructeurs des installations classées, donc c'est les personnes qui vont être en charge d'instruire votre dossier. Ils sont au niveau du service de l'État présents dans les DREAL et dans les DDPP, les directions départementales de la protection des populations. Le conseil qu'on peut vous fournir finalement, c'est assez rapidement quand vous montez votre projet, prenez contact avec les services de l'administration qui pourront vous aiguiller dès le départ, vous dire un peu le niveau d'attente qu'ils ont et pourront échanger avec vous sur la nature du dossier. C'est toujours plus simple que de le faire au dernier moment et de présenter un dossier où il y aurait des ajustements à faire.
je pense, vous n'hésitez surtout pas à poser des questions hein, si c'est pas clair, parce que rien de tout ça n'est simple. Je voulais vous faire un petit point aussi sur un focus sur les obligations d'information du public dans chacun de ces régimes. Alors au niveau de la déclaration, il n'y a pas forcément d'obligation, mais à partir de l'enregistrement et de l'autorisation, on est obligé de faire une phase de concertation ou de consultation plus ou moins poussée du public. Ça, c'est aussi des éléments qu'il faut bien avoir en tête et qui s'intègrent assez facilement dans la démarche. Sur la frise, vous avez une dernière petite ligne qui s'appelle acceptabilité. C'est pas au moment du dossier administratif qu'il faut commencer à informer les riverains ou les populations locales du projet, mais sachez que dans le cadre de la procédure environnementale, il y a une information qui est obligatoire. Je crois que j'ai fait rapidement le tour pour le dossier ICPE. Oui, ce qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est que vous voyez bien comment est constituée la frise. Ça ressemble beaucoup au plan du RER de Paris. On ne l'a pas fait exprès. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez une échelle de temps qui vous mène à 3 ans minimum. On a essayé de faire, positif, mais dans la majorité des cas, on est sur des dossiers à 4 ans. Ça, c'est le théorique. Ce qui est très important, c'est de voir que, quels que soient les domaines d'intervention, jalons administratifs, GRDF ou GRT, les administrations, les bureaux d'études, les assurances, le financement, les constructeurs, c'est-à-dire toute la partie technique, les aspects publics et sociétaux avec l'acceptabilité et le dialogue, vous avez à chaque fois, et là on déborde un peu du volet administratif, mais vous avez à chaque fois, à n'importe quel moment, vous avez quelque chose à faire dans chacun des domaines. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des porteurs de projets qui nous disent ah ouais, mais j'ai pas le temps d'informer le public, moi je suis sur mon plan de financement et en gros le choix de des matériels techniques. Voilà, ça c'est. Alors je sais bien que c'est facile à dire, hein, mais c'est clair qu'il faut négliger aucune dimension tout au long du projet. C'est-à-dire toujours avoir une vision à 360 degrés sur les différents aspects du projet. C'est sûr qu'à certains moments, il y a des choses sur le financement ou sur la technique qui vont prendre le pas sur d'autres dossiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger pour autant. Exemple, l'information du public. Exemple, les démarches administratives. Hein, clairement, vous ne pouvez pas monter un bon dossier avec, une marge de confort et une marge de progression dans votre dossier si vous ne passez pas les premiers volets administratifs. C'est la base. Voilà, la France est un pays qui est très réglementé, hein, c'est comme ça. Ça protège aussi le fait qu'il y ait des règlements. Ce n'est pas qu'un inconvénient. C'est aussi un gage de succès, que les choses soient correctement faites. Mais il faut passer ces différentes dans le parcours. C'est sûr que le parcours, il est un peu long. C'est pas un marathon, mais disons que c'est un bon semi-marathon. Et on vous demande effectivement de passer ces haies. Et tant que la première haie n'est pas passée, par définition, la seconde ne peut pas l'être non plus. Voilà. Donc sur le régime ICPE, on a eu une intervention de Marion. Sur peut-être l'aspect permis de construire avec Arnaud, on peut passer la parole à Arnaud Etienne, que beaucoup de gens d'entre vous connaissent, qui est le référent méthanisation à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Et donc qui travaille à la fois sur tous les dossiers méthanisation, hein, que ce soit de l'injection ou de la cogénération, et sauf point particulier, il n'y a pas vraiment de différence de principe et de fond dans l'instruction des dossiers. Il y a quelques étapes en plus parfois, mais il n'y a pas fondamentalement de très très grosses différences. Arnaud, si tu veux bien témoigner sur le permis de construire, qui est aussi un beau morceau dans le parcours d'un porteur de projet. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Arnaud Etienne, Chambre d'agriculture. Donc effectivement, vous dire en quelques mots, aujourd'hui, les chambres d'agriculture des Hauts-de-France interviennent tout au long d'un projet de méthanisation agricole. Donc de sa phase d'initiation jusqu'à sa phase, d'aboutissement. Donc avec l'ensemble des dossiers administratifs qui a lieu de mettre en place dans un projet de méthanisation. Donc ça va du dossier ICPE dont vous a parlé Marion, à l'agrément sanitaire, également tout ce qui est permis de construire, mais également des dossiers de demande de financement, des études de gisement, etc.
Donc effectivement, sur la partie plus permis de construire aujourd'hui, au niveau de la Chambre d'agriculture, donc là aussi nous faisons ce type de travail. Donc le permis de construire, en fait, aujourd'hui, il est déposé généralement en parallèle ou juste après le dossier ICPE. L'originalité, si je peux dire, d'un permis de construire en méthanisation, c'est que c'est un permis d'État. Donc, c'est-à-dire, en clair, c'est un dossier qui va être instruit par la DDTM ou la DDT, suivant le département dans lequel on se trouve, et qui va faire l'objet d'une validation finale par le préfet. Donc, ce n'est pas un permis qui est signé par le maire. Alors je pense que ça c'est très important puisqu'aujourd'hui, notamment quand on peut rencontrer des difficultés liées à l'acceptabilité, effectivement, il peut y avoir des fois une certaine frustration pour un conseil municipal ou un maire finalement de pas, pour être honnête, de ne pas être favorable au projet, mais leur avis n'est que consultatif. Effectivement, c'est le préfet qui a le dernier mot, si je peux dire, sur ce type de dossier. Donc ça, c'est valable aujourd'hui pour les dossiers énergie et pour la méthanisation en particulier. Alors, il y a quand même, vu qu'en France, on a toujours des petites exceptions, il faut savoir qu'on peut malgré tout avoir, sur un même projet de méthanisation, 2 permis de construire. Alors je m'explique, quand vous avez par exemple un atelier de valorisation de l'énergie, par exemple de valorisation de chaleur pour produire de la spiruline, à tout hasard, vous aurez un permis d'État pour la partie méthanisation process et vous aurez un permis, cette fois-ci classique, donc avec une instruction à la commune ou à l'EPCI sur la partie de l'atelier qui va valoriser la chaleur. Donc ça, voilà, effectivement, globalement, c'est un permis d'État, mais il peut y avoir, dans certains cas de figure, j'ai envie de dire, un double permis. Donc sur le dépôt de permis, moi j'insisterai aujourd'hui sur 2 choses autour d'un permis. Bien sûr, quand on dépose un permis, ça sous-entend que l'on ait déjà beaucoup travaillé le projet et que l'on s'en soit mis d'accord avec un constructeur sur un plan de masse et sur la disposition des ouvrages. Il y a énormément de règles à prendre en compte pour la disposition des ouvrages, entre les ouvrages eux-mêmes sur le projet et également vis-à-vis des riverains, des limites de propriété, etc. Donc ça, je dirais, c'est la partie technique qui est, entre guillemets, pas très compliquée. Il y a un deuxième point, moi, sur lequel je souhaite insister aujourd'hui sur le permis de construire, c'est la notion d'insertion paysagère. C'est une notion aujourd'hui qui est, à mon sens, encore pas toujours suffisamment prise en compte. Or, on constate aujourd'hui dans les discussions que l'on peut avoir avec les services de l'État, en l'occurrence la DTM, que c'est vraiment un élément aujourd'hui qui est très important. Donc ça peut paraître anodin des fois de dire on va passer du temps à choisir les couleurs, les matériaux, la nature de la végétation, est-ce qu'on va mettre une haie, est-ce qu'on va mettre des grands arbres, etc. C'est vrai qu'on peut se dire discuter de ça alors qu'on est en train de parler d'un projet de plusieurs millions d'euros, c'est vrai. Mais je vous assure que ce volet-là, s'il n'est pas bien fait, eh ben, c'est tout votre projet qui peut être mis, je dirais, en difficulté par la suite. Donc voilà, effectivement, nous, au niveau de la Chambre, on peut faire ce permis de construire. On a une structure spécialisée qui s'appelle la SICA Habitat Rural, dans laquelle nous avons un architecte. Et donc, quand on fait des projets, on fait également le permis de construire qui tient au projet. Merci Arnaud. Alors, avant de prendre une première vague de questions, qui seront, j'espère, nombreuses. Simplement, je vais faire un petit point peut-être sur les analyses que doit vous remettre votre opérateur gazier, que ce soit GRDF ou GRT, dans le cadre d'un projet en injection. Vous savez que l'une des premières choses à faire, y compris quand vous êtes qu'au stade de la réflexion, c'est de faire valider auprès de l'opérateur gazier que si vous voulez injecter du biométhane dans le réseau, il faut par définition qu'il y ait un réseau, premièrement, et deuxièmement, qu'il y ait un réseau qui soit en capacité de prendre l'intégralité de votre production pour avoir, j'allais dire, une valorisation économique de votre production qui soit optimale. Ou alors il y a d'autres possibilités, c'est la possibilité également qu'on renforce le réseau ou qu'on vous raccorde à plusieurs kilomètres, ça c'est possible techniquement et financièrement,
à partir du réseau. Donc la première chose à faire, si vous êtes sur un projet d'injection, même si vous êtes vraiment qu'au début de la réflexion, c'est appelez-nous chez GRDF, on a toute une équipe. On a toute une équipe que vous trouvez les coordonnées sur grdf.fr où on peut vous les donner si vous voulez. Mais prenez contact, on fait ce qu'on appelle une étude de préfaisabilité. L'étude de préfaisabilité, c'est 2 lignes. C'est vous qui nous dites, voilà, je vais me mettre à cet endroit-là et je vais injecter 100, 150 mètres cubes de biométhane ou 200 mètres cubes, peu importe. Vous nous précisez le volume, la localisation. Nous, en fonction de ça, c'est ce qu'on appelle chez nous l'étape stop ou encore. Premièrement, réponse négative parce qu'il n'y a pas de réseau, il est trop loin ou le réseau est vraiment trop faible pour prendre l'intégralité de votre production. C'est qu'on vous dit non, c'est pas possible à cet endroit-là et on vous oriente éventuellement, c'est-à-dire qu'on a un devoir de conseil pour vous dire si vous vous rapprochez de tel endroit, si c'est possible pour vous, si ça fait du sens par rapport à votre projet, parce qu'il ne s'agit pas de délocaliser votre projet à plusieurs dizaines de kilomètres ou même à plus de 10 kilomètres, ça n'a aucun sens, mais on vous apporte ce conseil-là. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est à partir du moment où on vous a dit oui dans le principe, et sans engagement, c'est vraiment pour vous permettre de continuer la réflexion ou de la réorienter, on fait là ce qu'on appelle une étude détaillée qui est engageante. L'étude détaillée, elle vous permet en gros de viabiliser techniquement et économiquement votre projet. Pourquoi? Parce que GRDF ou GRT vont s'engager dans leur étude à dire oui monsieur ou madame, à cet endroit-là, vous pourrez injecter 150 mètres cubes sur 98% de l'année, ou sur 100%, ou sur 82%. Donc on vous donne un certain volume d'écrêtage et à vous de voir si éventuellement ce volume est compatible avec votre début de business plan. Voilà. Et le fait de commander une étude détaillée, ça c'est très très important, ça vous donne l'entrée dans le registre des capacités, dans ce qu'on appelle le registre des capacités, c'est-à-dire que vous réservez un droit et une place dans le registre en fonction d'un ordre d'arrivée dans le registre. Je prends un exemple, vous êtes sur l'axe Bapaume-Cambrai, au hasard. Voilà, il y a quelques projets qui sont dans ce secteur-là. Il y a eu un projet numéro 1, un projet numéro 2, un projet numéro 3. Et à partir du moment où les projets respectent les différents jalons pour avancer, ça c'est également, il y a la notion de jalon, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vous les a remis dans la frise, dans la frise de développement. Votre dossier garde son rang de priorité dans le registre des capacités. Ça, c'est très important parce qu'en gros, ça évite des phénomènes de concurrence déloyale où, j'allais dire, ça empêche des petits malins, en gros, de réserver des capacités à un endroit sans avancer juste pour bloquer, pour voir, en gros. Un peu comme au poker où on paye pour voir. Là, ça évite ça justement parce qu'à partir du moment où les étapes ne sont pas franchies une à une et dans le bon ordre, le projet sort du registre des capacités. Donc ça, c'est aussi... C'est très complexe, mais en même temps, ça protège les droits. Ça protège les droits des gens. C'est-à-dire qu'en gros, les règlements sont aussi là. Ils ne sont pas simplement là pour embêter le monde. Ils sont surtout là pour protéger les droits des porteurs de projets, des citoyens et de la communauté au sens large. Donc voilà, donc il y a tout un ordre à respecter. Vous retrouverez les jalons dans le dossier. Et en gros, il faut à la fois donc, avancer sur la partie étude d'injection avec les opérateurs gaziers et étape administrative. Parce qu'à un moment, les opérateurs gaziers également vous demandent des preuves d'avancement de votre projet. Exemple, des dépôts de permis de construire, des dépôts d'ICPE, d'accord, jusqu'à la fin même des autorisations d'exploiter pour pouvoir éventuellement mettre en service, signer des contrats d'injection, signer des contrats de raccordement, que vous puissiez également signer des contrats d'achat avec les futurs acheteurs de biométhane. Donc tout ça est très très imbriqué et donc ça nécessite vraiment une prise en compte très très importante du calendrier et des délais maximum que vous avez. Alors les délais sont réalisables, je vous rassure tout de suite, les délais sont réalisables mais ils sont parfois maximum justement pour préserver l'équité entre les différents projets. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une première volée de questions? Donc n'hésitez surtout pas, monsieur. Allez-y, je vais vous passer mon micro. Voilà. J'espère que tout le monde pourra vous entendre.
Ah oui, alors moi j'ai pas de... Bonjour, Monsieur Thierry, Fédération régionale France Nature Environnement Hauts-de-France. Vous avez indiqué tout à l'heure les 3 régimes en fonction des tonnages jour. Est-ce que c'est un tonnage jour constant 365 jours par an ou c'est un tonnage jour maximum un jour donné? T'as entendu? C'est, est-ce que les tonnages sont jours ou alors est-ce qu'ils sont globalisés sur une période d'1 an par exemple? C'est ça, hein? Oui, d'accord. Donc effectivement, la clé d'entrée au niveau réglementaire, c'est la nature des déchets pour définir le régime réglementaire et le tonnage jour. Donc les seuils de tonnage jour, effectivement, sont à la journée, mais ils sont également cumulés sur l'année, sur 365 jours par an. Donc effectivement, on dit c'est 30 tonnes jour ou X tonnes par an. Mais c'est calculé, en théorie, 30 fois 365. Pour amener un petit complément technique et pour rassurer les gens qui se diraient peut-être, mais il y en a qui mettent peut-être 60 tonnes un jour et puis pour compenser ils mettent plus que 10 pendant 3 jours qui suivent. Il faut savoir qu'un méthaniseur, ça a besoin de régularité. Donc il faut que ce soit alimenté le plus régulièrement possible en quantité et en qualité. Donc même s'il pouvait y avoir des petites variations, je veux dire ça va sur quelqu'un qui est limité à 30 tonnes jour. Ça n'a aucun sens de mettre 60 tonnes un jour et de rien donner à manger pendant les 2 jours qui suivent. Voilà. Allez, une deuxième question. Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas à poser les questions. Hein. Vous avez... Madame, allez-y. Pour intégrer des biodéchets alimentaires, il y a des agréments complémentaires à avoir? Question d'intégrer des biodéchets alimentaires. Alors, je peux faire... Vas-y. Oui. Je vais faire une réponse et puis après peut-être si tu veux donner une expérience, Christophe. Donc effectivement aujourd'hui il y a possibilité d'intégrer des biodéchets dans un projet de méthanisation, bien évidemment. Alors il faut savoir que ça entraîne quand même un certain nombre de, alors j'allais dire de contraintes. Peut-être, mais en tout cas de modifications ou sur un projet. Déjà, ça va demander généralement, alors en fonction de la catégorie de sous-produits animaux, donc si c'est du 3, a priori, on n'a pas besoin d'hygiénisation, mais sinon, pour des C3 ou des C2, on a besoin d'avoir une unité d'hygiénisation sur le site. Le changement également que ça va induire, il peut être au niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez par exemple un projet de méthanisation agricole qui est en déclaration, si vous introduisez du biodéchet, vous pouvez changer de régime réglementaire. Donc effectivement, là c'est vraiment à regarder au cas par cas. La problématique que l'on a aujourd'hui concrètement sur les montages de projets, c'est que quand on parle de biodéchets, là derrière, en fait, ça revêt je dirais un panel extrêmement différent de produits. Ça va des déchets de cantine aux déchets de table, à des coproduits qui peuvent sortir d'une maison de retraite, etc. Donc là, il faut regarder en fait s'il y a présence de matière carnée, par exemple. C'est ça qui va déterminer les règles réglementaires. Maintenant, si au niveau de France, à ce jour, on a encore très peu d'installations de méthanisation agricole, je parle là, qui sont en mesure d'accepter ce type de déchets. On y travaille. Généralement, aujourd'hui, les unités d'hygiénisation sont vues plutôt dans un second temps du développement. Maintenant, il y a déjà des unités de méthanisation territoriales. Voilà, je pense à tout hasard à Graincourt parce que j'ai Armel devant mes yeux, qui elles sont en mesure de traiter ce type de biodéchets. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut bien, quand on parle de biodéchets, il faut bien définir de quoi on parle. D'accord. Merci Arnaud. Alors j'en profite justement, ça fait la transition avec l'intervention de notre collègue Cyril Hérisson sur les agréments sanitaires. Donc Cyril, si vous voulez bien nous rejoindre. Donc Cyril va nous présenter rapidement, hein, je suis désolé de vous contraindre dans l'exercice, mais en gros ce qu'il faut savoir sur les agréments sanitaires qui sont souvent des questions très techniques des porteurs de projets. Allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Cyril Hérisson du SRAL Hauts-de-France. Je suis l'inspecteur mutualisé. Vous m'entendez tous ?
Oui. Je suis inspecteur mutualisé dans la filière sous-produits animaux pour les 3 départements de l'ex-Picardie, donc Somme, Aisne et Oise. Donc c'est moi qui réalise les contrôles à la fois des unités de méthanisation et l'instruction des dossiers de demande d'agrément. Donc vous l'avez bien compris, dès lors qu'il y a conversion de sous-produits animaux, que ce soit en biogaz ou en compost, pour ceux qui font du compost, c'est soumis à un agrément sanitaire. Et ça, c'est un règlement européen qui l'impose. Voilà. Et donc, vous avez l'obligation de... vous pouvez le déléguer, hein, ça, c'est pas le problème, mais d'obtenir un agrément sanitaire pour pouvoir exercer votre activité. D'accord ? Voilà. Donc vous pouvez déléguer à la chambre, enfin voilà, il y a des bureaux d'études également, il y a des professionnels qui font eux-mêmes leur dossier de demande d'agrément sanitaire. Ils ont chacun leur qualité et leurs défauts. Hein, donc voilà. Donc j'instruis ces dossiers. Concrètement, pour obtenir l'agrément sanitaire, vous ferez l'objet d'au moins 2 contrôles. Un contrôle lorsque votre installation est construite mais pas encore en fonctionnement. D'accord ? Et un second, donc ça sera pour l'agrément provisoire. Et ensuite un second contrôle lorsque l'établissement sera construit et en fonctionnement. D'accord ? Et à l'issue des 2 contrôles, et si tout est favorable, vous obtiendrez l'agrément provisoire. Donc ce qu'on demande, c'est que le dossier de demande d'agrément ne soit pas rédigé non plus trop tôt. Parce que ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment d'avoir un dossier d'agrément, de demande d'agrément, qui reflète votre activité. Forcément, si on a un dossier de demande d'agrément qui n'est pas conforme à ce que vous faites, il ne sera pas accepté. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à ça. Je voulais rebondir par rapport à votre intervention, Monsieur Etienne. Au niveau conversion sous produits animaux en biogaz, le règlement européen impose une hygiénisation et une pasteurisation suivie d'une digestion biologique. D'accord ? Voilà, ça c'est la règle européenne. Ensuite, il y a des dérogations nationales qui sont possibles pour certains sous-produits animaux, d'accord ? Et le lisier en fait partie, et pour lesquels l'hygiénisation n'est pas obligatoire. D'accord ? Alors c'est pour ça, madame, posait la question de certains sous-produits animaux, par exemple C3. Je vous donne un exemple, les déchets de cuisine et table, qui sont des sous-produits animaux de catégorie 3, ceux-là ne font pas l'objet de dérogation. Donc si vous souhaitez faire entrer des déchets de cuisine et table dans un méthaniseur, il y aura obligatoirement une unité d'hygiénisation en amont de la digestion biologique. Merci beaucoup Cyril. Je ne sais pas si ça amène des questions de votre part. Comme vous voyez, hein, c'est pas simple, c'est complexe. On a de cesse de le répéter avec Bruno, mais on le répétera encore. Il faut bien anticiper toutes ces démarches parce que c'est compliqué. L'administration, Cyril aujourd'hui est venu témoigner, mais l'administration, que ce soit l'ADREAL, la DDPP, est aussi à votre disposition pour répondre aux questions réglementaires. Je pense qu'un dossier, ça se construit aussi dans l'échange avec les services de l'État. Si c'est un message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est un peu celui-là aussi. Ne pas hésiter à poser les questions et à bien anticiper les délais au niveau des instructions. Alors également, enfin pour compléter ce que dit Marion, soyez également, pour ceux qui démarrent un projet ou qui viennent de démarrer un projet, soyez également très friands des conseils que peuvent vous donner des gens comme Christophe, des gens comme Arnaud, ou même pour notre partie, à des gens qui travaillent chez GRDF sur les aspects réseau. Prenez vraiment tous les conseils que vous pouvez avoir, parce que certains ont passé les étapes avant vous, parfois à des moments plus difficiles parce qu'ils ont été un peu les pionniers. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a 120 unités d'injection en France et 17 dans les Hauts-de-France. Donc on n'est pas non plus à une phase de déploiement intensif. Donc il y a encore beaucoup à faire sur la connaissance des porteurs de projets, la connaissance des administrations pour bien appréhender. On est toujours, ce qui est très important également, c'est qu'on a organisé aussi, que ce soit les administrations, des entreprises privées, des anciens porteurs de projets, des banques,
des organismes financeurs comme l'ADEME ou la région. On est tous ensemble dans des groupes de travail et on se connaît tous. Donc même si votre porte d'entrée c'est GRDF pour un problème à l'ADEME, c'est pas nous qui allons traiter, mais on va refiler en gros votre souci à l'ADEME et on vous ouvrira des portes. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, qui que ce soit, et à venir nous demander comment on peut vous aider. On peut faire des solutions personnalisées, etc. Alors, on me demande de conclure là rapidement. Christophe voulait dire quelque chose. Simplement, avant de conclure, parce que je ne veux pas que tout le monde s'en aille en même temps, je vous demande de remettre bien vos écouteurs et vos boîtiers sur cette table-ci et non pas sur une autre table, parce que sinon, avec les fréquences, ça va se mélanger. Et si vous allez à l'atelier A, vous aurez le son de l'atelier B. Donc vous voyez un petit peu le bazar. Donc je vous demande de bien remettre sur cette table. Et des sanctions lourdes seront prises contre les contrevenants. Voilà. Merci. À toi, Christophe. Je voulais juste apporter un petit complément pour apporter un peu de lumière quand même et pas de noircir le tableau pour conclure. C'est qu'il y a effectivement beaucoup de démarches à réaliser, mais qu'on peut aussi démarrer simplement son projet. Par exemple, si vous n'avez pas d'effluents d'élevage ni de sous-produits animaux, vous pouvez très bien démarrer en déclaration, sans agrément sanitaire dans un premier temps, et une fois que vous démarrez ou quand les travaux sont bien engagés, montez votre dossier d'agrément sanitaire et demandez votre agrément sanitaire par la suite pour pouvoir accepter d'autres matières. Tout comme vous pouvez démarrer en régime déclaratif au niveau ICPE, en ayant bien en tête que le régime d'exploitation final de votre unité, ce sera par exemple l'enregistrement, et faire une déclaration ICPE dans un premier temps, et commencer votre dossier d'enregistrement une fois que vous avez démarré votre activité ou même un peu avant de la démarrer en se disant je vais tourner un an et demi en régime déclaratif, je me fais la main, j'apprivoise mon installation et je passerai en régime d'enregistrement pour ouvrir un peu le champ des matières que je peux accepter sur mon site et augmenter en tonnage. Le tout c'est de le faire en transparence avec les services instructeurs aussi. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un inspecteur ICPE qui connaît ni d'Ève ni d'Adam, le porteur de projet, qui reçoit une télédéclaration ICPE, et puis l'installation a démarré, et au bout de 6 mois, voit débarquer quelqu'un qui dit maintenant il me faut un enregistrement parce que je vais tourner en enregistrement. C'est bien de leur dire, en faisant la télédéclaration, je fais une télédéclaration dans un premier temps, mais mon objectif est bien de passer en enregistrement dans un deuxième temps. C'est toujours mieux perçu. Hein. Et on anticipe du coup beaucoup de choses dans sa construction, avec des conseils de l'inspecteur aussi quand c'est possible. Voilà. Voilà, donc on espère tous vous avoir au moins apporté quelques petites choses sur le sujet. Hein. C'était pas non plus un exposé universitaire ni un séminaire porteur de projet. Donc gardez bien le document qu'on a commencé à préparer. Il va être complété par un classeur dans les semaines qui viennent avec tous les documents administratifs, en gros, et tous les conseils, y compris la bibliographie, vers quel site internet on vous oriente, etc. Donc ça aura vraiment un aspect très très classeur pratique pour le porteur de projet. Il sortira avant le printemps. Et voilà, mais on voulait absolument faire cette frise pour vous donner un ordre d'idée. Cette frise, pour moi, elle est indispensable à afficher dans le bureau d'un porteur de projet. Et une fois que vous avez passé les étapes, vous pouvez même vous amuser à mettre une croix dessus ou à les entourer. On n'a pas fait sous format calendrier de l'Avent, mais on aurait presque pu le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions. Voilà. Je vous demande de bien remettre vos boîtiers, excusez-moi d'insister, auprès de la jeune dame avec un foulard vert. Et voilà, bonne suite pour vos ateliers. Merci à tous.